Alors, il y a une particularité dans la construction du film, mais c'est ce qui te permet aussi d'embrasser cette carrière immense et voilà, de dire beaucoup de choses en si peu de temps, même s'il y a forcément des frustrations, j'imagine, mais vraiment, voilà, tu balayes comme ça une très très longue période et puis tu nous montres plein de choses formidables, on y reviendra. Mais donc tu as fait ce choix notamment d'entrer dans la vie et l'œuvre de Carnet à travers des rencontres, des relations qui ont compté pour lui de façon très diverse, très singulière, et qui ont à un moment donné défini son parcours. Donc on va en parler un petit peu. Et on va commencer par celle justement par laquelle tout commence, c'est Jacques Feder. Tu peux nous en parler un peu? Oui, merci. Alors effectivement, ce qui est surprenant avec Marc Carnet, d'abord, un peu comme Charlie Chaplin, hein, si vous l'avez compris, c'est que c'est un orphelin en fait, hein. C'est-à-dire que sa mère décède quand il a 5 ans, et puis ensuite son père ne s'occupe plus de lui. Et donc il va vraiment, c'est- toute sa vie c'est le cinéma. Mais à côté du cinéma, il y aura toujours une relation particulière. Quand je dis particulière, c'est vraiment à prendre au premier degré. C'est-à-dire que vous l'avez vu, en fait, il se recrée une famille. Sa nouvelle mère, sa mère adoptive, alors non seulement il y a sa tante et sa grand-mère, hein, dont je parle assez rapidement, mais ensuite sa mère de cinéma, c'est Françoise Roset, et son père de cinéma, c'est Jacques Feder. Et c'est quelque chose qui est assez troublant quand on l'écoute dans les interviews, et qui se traduit quelquefois à l'image. Je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, il y a une photo par exemple où il est avec Jacques Feder, et la photo est un peu fugitive, hein, mais ils sont habillés exactement pareil, hein. La photo est très fugitive, c'est une photo assez rare, hein, qu'on voit dans aucun livre, dans aucun autre film, mais ça illustre vraiment à quel point il rentre en religion, et il parle dans toutes ses interviews de cinéma-religion, et il apprend tout auprès de Jacques Feder et de Françoise Roset. Donc ça, c'est la première rencontre, et c'est vrai que vous avez vu, donc le film est construit sous forme d'actes, et donc il y a un acte par personne, même s'il y a deux actes avec Jacques Prévert, tellement Jacques Prévert tient beaucoup de place. Donc le deuxième et le troisième acte, c'est avec Jacques Prévert, et là c'est à nouveau une relation qui ressemble à aucune autre relation. Et je commence par dire qu'ils sont complémentaires, et c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que Jacques Prévert et Marcel Carné n'étaient pas du tout amis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendaient pas. Mais quand Jacques Prévert parle de ses amis, c'est Alexandre Troner, c'est Marcel Duhamel. Enfin voilà, il a, comme je l'ai mis dans le film, une bande de copains qui est issue du groupe Octobre, qui va s'agrandir au fil du temps. Mais en fait, Carnet ne fait pas partie de cette bande. C'est un peu étonnant de dire ça. Mais par contre, au point de vue de leur travail, ils sont extrêmement complémentaires. Voilà, cette complémentarité-là est presque parfaite, et ils partagent, comme je le dis, le goût pour les gens modestes, ils partagent le goût pour les amours impossibles, pour le monde du spectacle, pour les marginaux. Voilà, et un des points essentiels, je crois, c'est que Marcel Carnet a choisi Jacques Prévert. C'est pas l'inverse qui s'est passé. Et je pense, alors je le dis brièvement, hein, euh, il l'a, je pense, notamment choisi pour sa tolérance et sa fantaisie, hein. Il le dit un peu dans l'interview, il dit, il se rappelle de la bataille de Fontenoy, vous n'êtes pas soldat, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc il dit ça toujours. Mais il y a aussi, moi je crois, hein, que le fait qu'il soit homosexuel, il va chercher quelqu'un qui est prêt à accepter sa différence. Et ce qui va dans ce sens notamment, c'est que vous l'avez vu, il va travailler avec d'autres scénaristes, et notamment avec Henri Janson. Euh, et pour faire quand même un film qui sera un énorme succès, qui est Hôtel du Nord. Donc on peut se dire finalement pourquoi Marcel Carné n'a pas retravaillé avec Henri Janson. Vous avez vu que les relations après sont exécrables, hein. Mais j'ai pu le vérifier, Henri Janson est épouvantablement homophobe. Et il le dit, il s'en prive pas, et il attaque Marcel Carné sur ce terrain-là. Donc vous avez cette relation qui va durer 10 ans, ce qui est assez extraordinaire, et qui s'arrête au moment où Jacques Prévert, enfin il y a plusieurs interprétations, hein, c'est compliqué sur les relations Jacques Prévert et Marcel Carné, parce que chacun dit quelque chose, et
chaque version change au fil du temps, donc on finit par plus trop savoir où est la vérité. On ne sait pas trop pourquoi Jacques Prévert en fait a arrêté le cinéma, même s'il ne l'a pas arrêté au moment où il s'arrête de travailler avec Marcel Carné. Mais donc la relation suivante, elle est encore plus extraordinaire d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, c'est la relation avec Roland Le Saffre. Hein. C'est-à-dire que voilà, Roland Le Saffre, c'est un soldat, c'est un boxeur, c'est quelqu'un qui a fait la marine, qui a fait la guerre et qui va devenir acteur. Et il va devenir acteur parce qu'il était ami avec Jean Gabin. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vient d'un peu nulle part, mais qui a des points communs avec Marcel Carné. C'est-à-dire qu'il est orphelin comme lui, il est perdu comme lui un petit peu, c'est un solitaire, et ils vont se trouver tous les deux. Et l'amitié de Roland Le Saffre avec Marcel Carné, donc vous l'avez vu, débute sur le tournage de La Marie du Port, en 1949, et va durer jusqu'à la fin de la vie de Marcel Carné, c'est-à-dire 1996. C'est-à-dire qu'ils vont rester amis très proches pendant 50 ans. Donc voilà, et tout le temps. Et Roland Le Saffre jouera dans tous ses films, etc. Et ils ont une relation très compliquée quand on lit toutes les interviews. Alors, tout le texte que je dis à propos de leur relation, ce ne sont que des citations. Donc je le reprends. Il parle d'amitié, d'amour. Il parle de vie parallèle très proche. Il parle de coup de foudre en amitié. Voilà, donc ils ont une relation professionnelle, ils sont amis. Est-ce qu'ils sont amants? Ils ne l'ont jamais dit par eux-mêmes, donc je ne l'ai jamais dit moi-même dans le film. Voilà, vous avez la dernière image du film, je crois, qui parle énormément. Voilà. Et puis, il y a le dernier chapitre du film, le dernier volet, c'est cette relation également totalement incroyable, et je crois vraiment unique dans l'histoire du cinéma, c'est la relation entre François Truffaut et Marcel Carné. Et là, malheureusement, enfin, de toute façon, pour faire ce film, la grande difficulté, hein, c'est de raconter tout ça dans 54 minutes, tout en rendant hommage au film, hein, aux chefs-d'œuvre qui sont passés, etc. Et donc sur François Truffaut, je vous donne quelques informations qui sont en général assez troublantes en fait. D'abord, vous avez vu, j'ai pas trop insisté, mais il y a quand même un parallèle entre leurs deux histoires, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux d'origine modeste, ils ont tous les deux d'une famille où François Truffaut ne connaît pas son père et Marcel Carné ne vit pas avec sa mère, ils ont chacun un drame familial. Et ils commencent tous les deux par être critiques. Et dans leur activité de critique, ils commencent par démolir les gens qui sont en place, tous les deux. Simplement, la grande différence, c'est que finalement, les écrits de Marcel Carné ne sont pas restés, alors qu'il a quand même été journaliste pendant 5 ans, hein, et il a énormément publié. Alors que les critiques de Truffaut auront énormément d'impact. Donc c'est vraiment la grande différence entre deux. Après, ce qui est troublant, et ce que je n'ai pas forcément pu développer, parce que je n'avais pas le temps, j'essayais d'aller à l'essentiel, d'abord, dans son livre « Les films de ma vie », François Truffaut raconte, dans la première page, il raconte qu'en 1942, il va au cinéma, en cachette, et il va voir Les Visiteurs du soir. Et il revient à la maison, et sa mère lui dit « Écoute, ce soir, on va aller voir Les Visiteurs du soir ». Et donc il dit que c'est à partir de ce jour-là qu'il a pris plaisir à revoir les films, à les voir plusieurs fois et avoir une relation au cinéma compulsive où il voyait, il revoyait les films. Donc son livre commence par un hommage à Marcel Carné. Par contre, son livre « Les films de ma vie », eh bien, il n'y a aucun film de Marcel Carné qui fait partie des films de ma vie. Sauf que, quand même, en 1984, quand il est donc au cinéma Eden à Romilly, il sait qu'il va mourir dans quelques mois après. Hein, ça, je ne l'ai pas dit dans le film, je ne pouvais pas tout dire, mais je crois que c'est quelque chose d'important. Et il dit qu'il donnerait tous ses films pour avoir fait Les Enfants du Paradis. Donc, il y a quelque chose de troublant, en fait, dans la relation entre Truffaut et Carné, parce qu'en fait, il admire
certains de ses films, et je pense en particulier Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis, parce que ça l'a marqué dans son enfance, mais c'est aussi parce que ce sont des références. Et je vous livre un autre fait assez troublant, c'est que, alors un des films dont je ne parle pas du tout, qui est vraiment un film intéressant de Marcel Carné, c'est un film qui s'appelle Terrain vague, qu'il a fait après Les Tricheurs, qui est le premier film qui est consacré à la délinquance dans les banlieues qui sont tout juste en train de naître, puisqu'on est au début des années 60. Donc c'est vraiment le premier film sur ce sujet. Et Marcel Carné va tourner avec deux acteurs un peu connus et des vrais délinquants. Et d'ailleurs, le tournage sera un peu compliqué. Ça me fait penser à Jean Vautrin avec son film, je vois Anne, parce que c'est quasiment en même temps que Le chemin de la mauvaise route, le documentaire de Jean Vautrin. Et donc, François Truffaut envoie une carte postale à Marcel Carné, que je voulais mettre dans le film, j'ai pas pu, voilà, ça fait partie des choses qui ne sont pas dans le film, pour lui dire, donc en 1962, qu'il a adoré Terrain vague, que pour lui, ça lui rappelle justement son adolescence, puisque vous savez que l'adolescence de François Truffaut est une adolescence difficile. Et donc ça fait partie des archives de François Truffaut, c'est une carte postale qui est devenue assez célèbre. Et donc en fait, Marcel Carné était totalement déboussolé et il dit dans les interviews, mais alors il publie des articles sur moi et puis il m'envoie une carte postale, mais je suis le seul à la lire, ce qui est un peu dommage, pour faire l'éloge de mon dernier film. Donc vous voyez que voilà, la construction du film, elle est bâtie sur ces quatre relations. Je dis quatre, on pourrait dire cinq, puisque Françoise Roset est quand même une personnalité vraiment très importante pour lui, qui ont construit sa relation au cinéma et sa relation à la vie. Alors vraiment, cette image, elle est incroyable. Et là, je peux dire un petit mot sur le travail de recherche des archives, parce que donc cette image, on la voit nulle part. Alors, a priori, elle n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur quelqu'un comme Marcel Carné, en fait, d'abord, après avoir travaillé sur Gabin et sur Chaplin, les acteurs, il y a un matériel phénoménal sur les acteurs, un matériel photographique. Mais sur les réalisateurs, finalement, on ne prend pas en photo si souvent que ça les réalisateurs, et surtout à cette époque. Encore moins avant qu'ils aient fait leur premier film. C'est-à-dire que les 10 premières minutes du film sont sur la période qui précède le premier film, Génie, et donc là, normalement, il n'y a pas de photo. Sauf qu'il faut aller un peu chercher. Et donc, chercher à la Cinémathèque, chercher aux archives du Bois d'Arcy. Et pour la petite anecdote, mais je trouve que c'est quand même intéressant, quand on fait un film comme ça, on repère certaines photos qui sont dans des bonus de DVD, qui sont dans des livres. Et il y avait 3-4 photos qu'on avait repérées avec ma monteuse et la documentaliste, mais qu'on n'avait pas trouvées. C'est-à-dire que ces photos, on savait qu'elles existaient, mais on n'avait pas retrouvé l'original, on n'avait pas retrouvé la trace de l'original. Vous voyez ? Et donc ma monteuse me disait régulièrement, elle me disait, mais parce que moi j'avais mis ces photos que je n'avais pas dans le montage, comme si je les avais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ma monteuse me disait, ça sert à rien François, de toute façon on ne pourra pas les mettre dans le film, et donc il faut oublier, il y a des photos qui existent, mais dont on a perdu la trace en fait. Voilà, ça fait partie de la vie des photographies. Et donc on a fait comme ça pendant 3 mois, et moi je les ai toujours laissés, parce que j'avais envie d'y croire. Voilà. Et à la toute fin du montage, on a montré le film à Tania Le Saffre, qui est la veuve de Roland Le Saffre, qui s'est mariée 2 fois, donc avec Yoko Tani, que vous avez vu. Et je ne parle pas de Tania Le Saffre, mais qui est toujours vivante, qui a 70 ans. Et elle a regardé le film, et elle a sorti de son sac une petite enveloppe. Elle m'a dit, je vous ai apporté quelques photos, je ne sais pas si ça peut vous être utile. Et il y avait pile les photos que je cherchais. Voilà. Donc ça c'est le petit moment magique. Mais donc, elle savait qu'on faisait le film. Elle nous avait donné plein d'autres photos, sauf celle-là. Et en fait, elle a accepté de nous les donner une fois qu'elle a considéré que le film rendait hommage de manière, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, respectueuse
de Marcel Carné et de Roland Le Saff. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on finit par avoir une photo qui reste que 3 secondes à l'écran, mais qui dit des choses. Alors peut-être si on peut enchaîner sur l'autre photo. Ah bah oui. Si Nathalie, tu peux passer la photo ou la photo des enfants du paradis, la troisième photo, celle qui est à la fin de l'extrait. Voilà. Cette photo aussi est très rare. On la voit, elle n'a quasiment jamais été publiée. Et vous revoyez une espèce de mimétisme que j'ai mis aussi dans le film. C'est assez étonnant, hein, puisque vous n'avez peut-être pas trop fait attention, mais ça se voit quand même dans le film. Il y a toute une période où Marcel Carné est toujours habillé en blanc. Tout en blanc. Et son personnage de Baptiste, évidemment, est toujours en blanc aussi. Voilà, ça c'est effectivement une photo très rare aussi. La photo originale a fait 3 cm sur 3 cm. Alors, on a parlé des grands personnages qui peuplent comme ça le film. Il y a aussi d'autres clés, beaucoup de choses d'autres à dire sur le film. J'aurais aimé qu'on fasse un petit détour aussi par le moment de la guerre, puisque c'est ce moment de l'occupation, de la guerre. C'est une période assez passionnante à évoquer, justement, quand on parle du travail de Carnet. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire un peu la façon dont tu l'as envisagé par rapport au documentaire que tu voulais faire? Alors merci. Alors effectivement, la période de la guerre, c'est passionnant. Quand vous regardez la filmographie de Carnet, il y a une anomalie. C'est-à-dire que 36, il fait Génie, 37, il fait Drôle de drame, 38, il fait 2 films, Hôtel du Nord et Le Quai des Brumes, 39, Le jour se lève, donc il fait 1 ou 2 films par an. Et pendant 3 films, il n'y a rien. Pendant 3 ans, pardon, puisque Les Visiteurs du Soir date de 1942. Donc le simple fait de regarder sa filmographie montre qu'il y a un truc qui est bizarre. Bien sûr qu'il y a la guerre, mais il y a peu de cinéastes qui ont arrêté pendant 3 ans d'affilée quand ils étaient en pleine activité comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez vu quand même que Marcel Carné signe avec la Continentale, je dis dès octobre 40. Donc octobre 40, c'est vraiment tôt, hein. C'est-à-dire que la Continentale est créée le 1er octobre 1940 et Marcel Carné signe le 5 octobre. Donc il y a effectivement, et là apparaît de manière très nette une vraie différence entre Marcel Carné et Jacques Prévert. Un rapport au cinéma et à la politique et à l'histoire qui n'est pas la même. C'est-à-dire que Marcel Carné, il fait des films, voilà. Il doit faire des films et il pense à ce moment-là, je pense qu'il est vraiment convaincu, que c'est la seule manière pour lui de continuer à faire du cinéma. Et ce qui est vraiment important pour comprendre ce moment, c'est qu'en fait, la Continentale a besoin d'aller chercher les cinéastes les plus en vue pour que les autres signent derrière. C'est-à-dire, si on a Carné, on pense que les autres vont venir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Carné tombe dans ce piège-là. Donc, et l'une des raisons qu'on est obligé d'imaginer, et je crois qui est assez visible, hein, c'est que Carné se dit je pense qu'il négocie sa signature, et vous avez vu qu'il est prêt à faire une super production. Et donc là aussi, je pourrais développer, vous avez vu les images, les dessins. Les dessins, ces dessins, ça fait partie quand même des documents inédits. Ouais. Oui, on peut. Tu peux projeter, Nathalie? Voilà. Donc ce dessin a une histoire particulière et vous avez vu qu'il y a le salut nazi quand même, hein, à l'image. Donc ces dessins-là, ils sont très rares, ils ne sont pas dans les livres sur Marcel Carné, sauf un livre qui date de 1952 où il y a 2 dessins. Et donc à partir du moment où je savais que ces 2 dessins existaient, je les ai cherchés. Et en fait, j'ai mis un certain temps à les trouver parce que le film n'existe pas, justement. Donc le matériel qui correspond à des films inaboutis, inachevés, sont plus compliqués à trouver que les films qui ont vraiment existé. Et en fait, alors pour la petite histoire, j'essaye d'être synthétique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour la petite histoire, Marcel Carné, à la fin de sa vie, et a énormément d'amertume par rapport à toutes les critiques qui lui ont été adressées, et notamment par le fait qu'il n'a pas pu achever son dernier film, dont je ne parle pas, malheureusement, qui s'appelle Mouche. Et de dépit,
il donne toutes ces archives à l'université de Boston. C'est-à-dire qu'il est ami avec un critique, un historien américain qui a beaucoup travaillé sur son œuvre, et il dit, puisque c'est comme ça, puisque les Français s'intéressent plus à moi, je donne tout ce que j'ai aux Américains et pas aux Français. Et tout ce matériel-là va être acheté par la Cinémathèque française aux alentours de 2012-2013, juste avant une grande exposition consacrée aux enfants du paradis. Donc aujourd'hui, toutes les archives de Carnet et de Le Save sont en France, entre la Cinémathèque et Bois-d'Arcy. Et donc, pour retrouver tous ces dessins, je suis allé c'est surtout la Cinémathèque française que je les ai trouvés, sauf celui-là, enfin le dessin que vous venez de voir. Il n'est pas à la Cinémathèque française, il n'est pas aux archives du Bois-d'Arcy. Et donc, comment je l'ai retrouvé, c'est intéressant. C'est Philippe Morisson, qui est un fan de Marcel Carné. Quand vous faites un film, vous tombez forcément sur un fan qui travaille depuis 30 ans sur le personnage sur lequel vous faites un film. Donc sur Gabin, ça nous est arrivé, sur Carné, ça m'est arrivé. Donc lui, il a créé un site internet dédié à Marcel Carné, marcelcarné.com, et ça fait 30 ans qu'il rassemble tout ce qui existe, toutes les photos, toutes les affiches, toutes les interviews, voilà, toutes les bandes musicales, etc., etc. Et lui, il était allé aux États-Unis. Et il était allé à l'université de Boston et il avait photographié ce dessin-là, qui n'est pas en France. Vous voyez le... Voilà, c'est assez troublant. Alors, et donc finalement, cette image, elle est intéressante, on ne sait pas trop comment l'interpréter, jusqu'où Carnet était prêt à aller. Mais là, on touche à la limite d'un film de 54 minutes, et d'un film à partir duquel on veut raconter une histoire en s'approchant le plus près de la vérité. Carnet, dans son autobiographie, en gros, dit qu'à un moment donné, il prend conscience qu'il fait une bourde, quoi, qu'il est en train de s'empêtrer dans un projet avec des Allemands qui est trop important, il ne va pas s'en sortir, etc. Et il va prendre un prétexte, il va dire à Alfred Greven qu'il embauche Cocteau pour les costumes, Jean Cocteau. Et Greven est contre. Alors on peut imaginer du fait que Jean Cocteau est homosexuel, c'est une hypothèse, hein, sachant que ça ne le gêne pas d'avoir Marcel Carné comme homosexuel, mais l'homosexualité de Marcel Carné n'est pas publique, contrairement à celle de Jean Cocteau. C'est une hypothèse. Hein. En tout cas, Greven, d'après Marcel Carné, est contre le fait que Jean Cocteau intègre le projet du film, et Carné dit, puisque c'est comme ça, j'arrête, etc. Vous avez vu qu'il y a le carton publicitaire qu'on montre a réellement été publié en juin 1941, et le film devait démarrer au niveau du tournage en juillet 1941. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où tout ça s'est arrêté. Et sur ce sujet-là, il y a deux informations intéressantes que j'ai trouvées dans le livre de Christine Leteux, qui viendra l'année prochaine à l'Université populaire, qui a écrit un livre sur la Continentale. Et elle nous donne deux informations intéressantes. La première information, c'est un témoignage de Henri Decoing, qui fait partie des 5 cinéastes consignés pour la Continentale dès octobre. Et Henri Decoing raconte qu'il y a eu un dîner chez Alfred Greven avec les 5 cinéastes en question. Et le seul cinéaste qui tenait tête à Alfred Greven, c'est Marcel Carné. C'est-à-dire que Marcel Carné tenait tête à tous les producteurs, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, qu'on soit en guerre, qu'on ne soit pas en guerre. Et ça, par rapport à tout ce que j'ai pu lire, effectivement, ça cadre bien, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent qu'on soit en guerre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ce témoignage-là, et c'est assez vraisemblable, effectivement, que Marcel Carné ait arrêté ce film parce qu'il ne s'entendait pas avec Alfred Greven. Et l'autre information intéressante, enfin, c'est une analyse de Christine Leteux. Elle dit, voilà, il y a eu 32 films produits par la Continentale. Aucun cinéaste n'a pu rompre son contrat, sauf Marcel Carné. Tous les autres, à un moment donné, ils ont signé pour un film, 2 films, 3 films, et ils ont fait les films, ils ne pouvaient pas rompre leur contrat, c'était trop dangereux. Et donc, la question, c'est pourquoi Marcel Carné, lui, il a réussi et pas les autres. Et en fait, il y a une explication très rationnelle, c'est que Marcel Carné
et vit seul. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, sa mère est décédée, son père ne vit plus avec lui, il n'a pas de frères et sœurs. Autrement dit, les nazis n'ont aucune prise sur lui. Contrairement à tous les autres cinéastes, où il y a une forme de chantage qui s'exerce, c'est-à-dire si vous ne voulez pas tourner avec nous, votre enfant, votre fils sera envoyé au STO en Allemagne, votre femme sera déportée, etc. etc. Donc est-ce que Marcel Carné avait conscience de ce privilège, entre guillemets, qui est un privilège paradoxal, hein? C'est possible. En tout cas, il a pu partir de la Continentale sans avoir aucune conséquence pour lui. Il a même pu continuer à faire des films sans aucun problème. Qu'est-ce que alors, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, par rapport au blâme qu'il a à la fin de la guerre, c'est-à-dire, lui ne comprend pas pourquoi il a un blâme. Et là, il y a plusieurs interprétations, en fait. La première interprétation, qui est celle de Christine Leteux, que je trouve assez plausible, c'est qu'en fait, le fait d'avoir... Oui, il n'a pas fait de film. Effectivement, il n'a pas fait de film. Mais le fait d'avoir signé le contrat a encouragé les autres à signer. C'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert le bal d'une forme de coopération ou de collaboration. Donc, malgré tout, la profession lui en veut pour ça, d'avoir été un des premiers. L'autre hypothèse, c'est une forme de jalousie, hein, c'est-à-dire qu'on est en 1945, il n'y en a que pour Marcel Carné, donc c'est bien joli, c'est bien gentil, etc., mais on va aussi un peu lui rabattre le caquet, sachant que le blâme était quand même, comment dire, la forme le jugement le plus clément, en fait, hein, il n'a pas été emprisonné, etc., enfin, comme d'autres ont pu l'être, Sacha Guitry ou Arletty, etc. Voilà, et donc sur la guerre, un mot sur les visiteurs du soir. Sur les visiteurs du soir, il y a, si vous voulez, il y a un commentaire qui revient toujours sur les visiteurs du soir, dans les histoires du cinéma, c'est de dire que finalement, Prévert et Carné ont réalisé une allégorie sur la résistance, le cœur qui bat dans les statues, dans les amants statufiés de la fin, c'est le cœur de la résistance. Et Jules Berry, qui joue le diable, c'est Hitler. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été dit de manière assez large, que j'ai même trouvé dans un livre de Marc Ferraud, hein, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sauf que, vous avez vu, c'est quand même intéressant, c'est que pour Marcel Carné, pas du tout. C'est-à-dire pour Marcel Carné, mais non. Tout ça, c'est des inventions, etc. Lui, il a voulu raconter une histoire au Moyen-Âge et il ne faut pas chercher à surinterpréter son film. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il n'est pas exclu que Jacques Prévert, lui, l'ait pensé comme ça. Ça, c'est pas exclu, parce que Jacques Prévert, vous avez vu, dès le début de la guerre, lui, il va en zone libre, alors que Carné reste à Paris. Ils ont, par rapport à l'occupation, et même pour le film Les Portes de la Nuit, un comportement très différent. Alors j'en ai parlé avec Geneviève Sellier, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Elle, ce qu'elle me dit, c'est que le public a pensé ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément important qu'il y ait eu l'intention du réalisateur ou des scénaristes. Mais par contre, réellement, les spectateurs ont vu dans Jules Berry, qui dit « La mort, c'est moi », vous avez vu cet extrait invraisemblable, « La mort, c'est moi », ben, ils imaginent forcément Hitler. Voilà. Donc ce film-là a eu cet impact-là. Je crois que c'est important de le dire. Alors, on a déjà beaucoup parlé des archives, mais en même temps, je suis sûre qu'il y a des milliers d'histoires, et puis c'est très très intriguant. On est très curieux de savoir, voilà, comment tu as trouvé toutes ces archives fantastiques. On peut peut-être dire un mot aussi des extraits, parce que donc voilà, vous avez vu que c'est un film tout en images, intégralement, avec ce commentaire de Grégory Gadebois. On imagine qu'il y a cette envie de mettre beaucoup d'images de films aussi pour rappeler tous ces chefs-d'œuvre. En même temps, tu as un temps très limité. Tu as choisi aussi des images arrêtées de films pour pouvoir avoir des images supplémentaires et parlante et très rare. Et puis, j'ai une question un peu multiple pour terminer, parce qu'après, je vais laisser la parole à Sel. J'aimerais bien que tu nous parles aussi un peu du travail de montage, parce que c'est quand même, une fois que tu as toute cette matière-là, c'est la première fois que tu te confrontes à ce travail de montage, de la salle de montage, voilà, pour la réalisation totale. Voilà.
Alors, merci. Donc sur les extraits, bon, c'est un peu ce qu'on a dit quand on est venu avec Yves Geland sur Charlie Chaplin, et c'est que le parti pris de ce film, comme des autres, c'est de montrer énormément d'extraits. C'est-à-dire, si vous regardez un documentaire sur Arte, parce qu'il y en a beaucoup, hein, un documentaire sur le cinéma, vous avez en général environ 5 minutes d'extrait sur 52 minutes de film. Là, le film que vous avez vu, il y a 20 minutes d'extrait. Donc 4 fois plus. Donc c'est vraiment un parti pris très fort qui coûte de l'argent, parce que les extraits coûtent de l'argent, mais qui à mon sens est indispensable. C'est-à-dire que vraiment on peut pas, voilà, on peut pas parler de Marcel Carné, des dialogues et tout ça sans voir tous ces extraits qui donnent envie de revoir ces films et de comprendre l'histoire du personnage et tout ça. Donc par rapport à ta question sur les images arrêtées, c'est important parce que on est dans une économie en fait quand on fait un film, hein. Donc effectivement on peut montrer un extrait, mais on peut pas trop en montrer, ça coûte trop cher. Et surtout l'extrait est long. Et donc il y a cette question de la durée aussi. Et souvent dans les documentaires, on alterne des photos qui existent. Vous voyez ce que je veux dire? Des photos qui ont été prises sur le tournage et des extraits. Ce que j'ai fait à une vingtaine de reprises, c'est des images arrêtées. C'est-à-dire que sur le tournage, enfin sur le film, pardon, j'ai pris à un moment donné une image qui illustre, qui correspond précisément à ce que je veux dire. Je donne un exemple, hein. Par exemple sur Hôtel du Nord, à un moment donné, je dis que dans Hôtel du Nord, Marcel Carné a reconstitué une communauté idéale. Et vous avez une photo de tous les locataires de l'Hôtel du Nord qui sont autour d'une table. Bon, ça, c'est une image arrêtée, en fait. Dans le film, j'aurais pu mettre l'extrait du film, mais ça aurait duré 30 secondes, alors que là, l'image dure 3-4 secondes. Donc, il y a cette image, et ensuite, je dis même un homosexuel à sa place. Et c'est une autre image arrêtée où on voit François Perrier dans son premier rôle, qui est effectivement autour de la table et qui est à sa place. Voilà, donc je pourrais en citer 10 ou 20, mais c'est un des choix que j'ai fait qui permettait effectivement à certains moments par exemple, Les Enfants du Paradis, quand je dis que Garance incarne la France et la France, une France libre, souriante, je ne sais plus le terme exact que je dis, et là on a une image arrêtée d'une séquence du début du film où Arletty fait rire tous les gens qui sont autour d'elle. Voilà, c'est pas une photo c'est pas une photo, c'est une image arrêtée. Alors après sur la question, c'est la question du montage. Sur un film comme ça, en fait, il y avait 9 semaines de prévu. Il y a 3 semaines sur le dérochage, c'est-à-dire c'est le fait de repérer tout ce dont on dispose, qui a été rassemblé par la documentaliste, les films bien sûr, mais toutes les interviews, toutes les photos, et on choisit, et on repère toutes celles qui nous semblent avoir un intérêt par rapport à la narration qu'on a déjà prévue. Et ensuite, il y a 6 semaines de montage. Et donc moi, j'étais avec une monteuse donc, qui a fait le Chaplin, qui a fait le Gabin, etc., mais qui travaille depuis 40 ans et qui a dû monter 70 films, vous voyez. Donc voilà, et moi, c'était mon premier film. Donc en tant que réalisateur. Donc effectivement, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a du mal quelquefois à affirmer ce qu'on veut parce qu'on se dit si elle n'est pas d'accord alors que c'est elle qui a du métier, enfin vous imaginez la situation. Mais c'est effectivement quelque chose de passionnant et peut-être ce que je retiendrai, c'est dans les choses que j'ai pu apprendre, enfin, sur lesquelles on est en fait obligé d'aller, c'est l'impératif de la synthèse. Et je peux donner deux, trois exemples. Sur l'autobiographie de Carné, il y a à peu près 150 pages sur ses relations avec Prévert. Sur la biographie de Prévert, il y a aussi à peu près 150 pages de sa relation avec Carné. Et dans le film, ça vous paraît peut-être un peu développé, mais il y a 5 phrases. 5 phrases. Et il y a 4 photos où on voit Carné et Prévert ensemble. Voilà. Donc voilà, il faut écrire ces 5 phrases. Il faut quand même avoir lu toutes les 300 pages en question pour écrire les 5 phrases. Et ça, on est un peu tétanisé parce qu'on va se dire, mais forcément, on ne va pas réussir à dire
ce qu'il faut. Dans les faits, si, parce que dans les faits, on arrive à dire l'essentiel. Voilà, c'est cette espèce de recherche de l'essentiel. Mais quand on a monté le film, on a fini par faire une première version à 56 minutes. Et ma productrice m'a dit, en fait, c'est 52, c'est pas 56. Et donc, on a essayé d'enlever les minutes. En fait, c'était terrifiant parce que le film est construit, enfin ce film-là, comme beaucoup d'autres films, hein, c'est pas spécifique à mon film, mais j'étais confronté à l'exercice et c'est voilà, c'est la question du formatage hein, des films. Euh, Enlever 15 secondes, par exemple, c'était un déchirement et c'était très compliqué. Donc finalement, le film fait 54 minutes. J'ai réussi à négocier 2 minutes que j'ai gardées. Mais je ne sais pas comment j'aurais enlevé les 2 minutes de plus. Donc voilà. Mais voilà, c'est cet effort dans le montage de l'esprit de synthèse qui est quelque chose voilà, vous avez sans doute l'impression d'avoir entendu beaucoup de commentaires. Dans les faits, ça fait une douzaine de pages. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de enfin, il y a beaucoup de commentaires pour un film, mais en soi, c'est pas si long que ça. Je dis bien le commentaire, sans compter les dialogues, qui sont les dialogues du film. Alors, le générique, je peux dire un petit mot là-dessus. En fait, ma monteuse me faisait la leçon pendant longtemps. Elle me disait, mais on commence par le générique de début. Et en fait, je l'avais pas en tête. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir en tête. Et l'idée de départ, c'est la musique. C'est-à-dire que le générique de début, il est calé sur la musique de Quai des Brumes. Et vous avez vu que la musique, en fait, est très très présente. Parce qu'on parle des films de Carnet, on parle des dialogues de Prévert, et on parle des décors de Troner, de l'ambiance. Et on oublie souvent de parler de la musique. Donc c'est Maurice Jaubert, qui était vraiment un très grand compositeur des années 30, tous les grands films des années 30, souvent c'est lui. Et voilà, il y a cette espèce de puissance, de dramatisation aussi, et donc la durée du générique de début s'appuie sur la durée de ce morceau-là. Ensuite, le parti pris du générique de début, c'est de ne pas mettre les dialogues de Prévert. C'est-à-dire de dire, on fait un portrait d'un cinéaste, et donc on va mettre de l'image. Et de toute façon, les dialogues de Prévert, on les aura après, c'est pas grave. Voilà. Et donc après, il y a l'idée de personnages qui entrent en scène, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des entrées en scène, de gauche à droite. Et donc il y a effectivement Jean Gabin, il y a effectivement Louis Jouvet, mais après il y a Arletty avec Alain Cuny, et puis après il y a Michel Morgan, et puis après il y a Thérèse Raquin, donc en fait c'est mélangé. Mais il y a l'idée d'abord de mettre en avant l'atmosphère et la beauté du noir et blanc. La beauté du noir et blanc. Hein, enfin, je trouve que c'est une des choses qui reste. Bien sûr qu'il y a les dialogues, hein, mais une des choses qui reste, c'est ces images splendides que vous avez pu voir, quoi, qui sont voilà. Je voudrais savoir quelles étaient les relations Renoir et Carnet. À un moment donné, bon, on voit que ça n'a pas l'air formidable, mais ils ont quand même eu les mêmes acteurs, Jean Gabin, Michel Simon, et bon, ben voilà, j'aimerais... Oui, oui, oui. Alors ça fait partie des choses que si j'avais pu faire un film d'1h05 ou d'1h10, que j'aurais développé et que j'avais prévu de développer plus. Alors Renoir est né plus tôt que Carnet. Hein. Il est plus âgé que lui. Et ce que j'ai coupé au montage là, dans les 2 minutes qui ont disparu, c'est le fait qu'en 1936, quand Carnet fait Génie, il est en concurrence avec Jean Renoir pour le prix Louis Deluc. Il y a 4 tours de scrutin pour les départager. Et c'est Renoir qui gagne. Sauf que 2 ans après, c'est le Quai des Brumes et c'est Carnet qui gagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même implicitement une concurrence entre deux. Parmi les choses que je n'ai pas dites, parce que je ne pouvais pas le dire, mais qui sont vraiment intéressantes, c'est que un des tout premiers films de Prévert, c'est un film de Jean Renoir. C'est Le Crime de Monsieur Lange. Donc on peut se poser la question, pourquoi Prévert n'a pas continué à travailler avec Renoir? Parce que c'est quand même voilà, un très grand cinéaste. En fait, la réponse vient de Renoir. C'est-à-dire que Renoir dit clairement, attendez, si je garde Prévert, il prend trop de place.
Je peux pas garder Prévert. Ça va devenir un film de Prévert. Voilà, c'est ça qu'il veut. Il l'a pas dit comme ça, mais il voulait dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où la complémentarité Carnet-Prévert est beaucoup plus forte. Elle est plus longue, etc. C'est pas pour rien. C'est parce qu'avec Renoir, ça pouvait pas marcher de la même manière. Après, la grande différence entre les deux, c'est leur origine sociale. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas l'histoire Renoir-Carnet si on ne se rappelle pas que Carnet est le fils d'une femme de ménage et que Renoir est le fils du peintre Auguste Renoir. Voilà. Ils n'ont absolument pas, même si d'un point de vue politique, ils semblent raccord, en tout cas en particulier au début des années 30. Donc il y a ça. Dans une interview qui n'est pas souvent citée, Carnet dit clairement que Renoir le prenait de haut. Voilà, qu'il y a une forme de condescendance. Alors, est-ce que c'est vrai? Faut toujours faire très attention avec Carnet parce que des fois, il raconte des choses justes, des fois, il dit n'importe quoi volontairement. Mais on peut penser malgré tout que c'est vrai. Sur la question, quand Renoir dit Le Quai des Brumes, c'est le cul des Brêmes, c'est un film fasciste. Donc ça, c'est véridique. Hein, c'est-à-dire que c'est cité, etc. Et Prévert, qui a travaillé avec Renoir, est prêt, effectivement, le menace de lui casser la figure. Tout ça est vérifié. Donc, est-ce qu'il y a une forme de jalousie là-dessus? C'est-à-dire que Renoir casse du sucre sur Carnet parce qu'il le voit comme un concurrent? C'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui est pas sûre, mais qui est quand même intéressante, c'est que Renoir est proche du PC et que Prévert est parti du PC et qu'il y a une rivalité aussi politique. Et le film sera attaqué par l'extrême droite et par l'extrême gauche, le Quai des Brumes. Donc voilà, d'un point de vue politique, en fait, à ce moment-là, 1938, ils ne sont pas raccords. En 1936, ils sont raccords, en 1938, ils ne le sont plus. C'est peut-être un mélange des deux, on ne sait pas, voilà. Mais donc c'est intéressant de faire ce parallèle entre Renoir et Carnet. Effectivement, après, au moment de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire qu'au moment de la Nouvelle Vague a besoin de patrons, et entre Carnet et Renoir, le patron, c'est Renoir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose c'est une affirmation, et Carnet même, c'est vraiment, voilà, c'est un second couteau, quoi. Là, en ayant travaillé un petit peu, parce qu'on peut avoir le sentiment que je suis un peu dur avec Truffaut, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, sauf que c'est la réalité, c'est-à-dire que, et j'aurais pu développer, etc. Un article que je n'ai pas cité, par exemple, de Truffaut, a fait un article dans lequel il classe les réalisateurs. Il prend 100 réalisateurs français et il fait 5 catégories. Donc une première catégorie où c'est les bons réalisateurs, les grands réalisateurs. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, en gros, c'est les faiseurs, c'est les... voilà, ils font des films qui sont pas mal, mais c'est un peu toujours les mêmes recettes. Et il met Carnet dans cette deuxième catégorie. Et puis les 3 dernières catégories, il assassine 70 réalisateurs. Mais vraiment, c'est-à-dire tout ça est publié. Et ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est que le journal... Parce qu'on parle toujours des cahiers du cinéma. En fait, c'est une erreur rétrospective, c'est-à-dire que l'impact très important des articles de Truffaut, c'est dans ARTS. C'est un journal hebdomadaire, on peut dire l'équivalent de l'Express ou du Point aujourd'hui, donc un journal plutôt à droite, et Truffaut, qui est extrêmement jeune, qui a 21 ans, 22 ans, 23 ans à cette époque-là. On a du mal à imaginer ça. Il est responsable des pages cinéma. Et il fait venir ses copains des cahiers du cinéma, mais c'est lui qui coordonne tout ça. Et il est d'une virulence phénoménale. Pour ce qui est de l'article où il cite, où il dit que le film de Carnet relève plus de la préfecture de police que de la critique cinématographique, dans la biographie de Truffaut, écrite par Serge Toubiana et Antoine Debec, qui sont des spécialistes de la Nouvelle Vague, hein, qui adorent tous ces cinéastes-là, enfin voilà. Serge Toubiana, c'est l'ancien directeur de la Cinémathèque, etc. Il cite une archive du rédacteur en chef de Art,
qui écrit à François Truffaut et qui demande à François Truffaut d'arrêter d'avoir des propos homophobes, enfin il n'utilise pas le mot homophobe, mais contre les pédérastes, d'arrêter d'avoir des propos stigmatisants contre les femmes qui sont trop minces, etc. Donc il lui fait la leçon en disant, bon, c'est bien, tu as le droit d'avoir tes opinions, mais tu ne les mets pas dans tes articles. Donc, si vous voulez, il y avait réellement une agressivité, une violence. Je vous assure, enfin, j'aurais pu faire un espèce de relevé comme ça. Je peux citer deux articles qui sont quand même assez éclairants, non pas de François Truffaut, mais c'était assez général l'homophobie. Hein, donc ça c'est quelque chose quand même qui existait réellement et qui était tabou et qui est tabou dans les histoires du cinéma. Donc par exemple un article du Canard enchaîné à propos d'un film de Marcel Carné, de grâce confier ses films à quelqu'un de normal. Voilà, vous lisez ça dans les années 50. Il y a un critique qui s'appelle Henri Agel qui a fait un dictionnaire des cinéastes français. Et il fait 2 pages sur Carné pour démolir Carné du début à la fin. Il n'y a pas un seul film qui sauve, quoi. Et il parle, les termes qu'il utilise sont vraiment les termes qui sont utilisés contre les juifs, contre les immigrés, etc. Il parle du pourrissement et du croupissement de l'esthétique de Marcel Carné. Du pourrissement et du croupissement. C'est réellement, si vous voulez, une critique malveillante ad hominem qu'on retrouve régulièrement. Et donc, tout à l'heure, je parlais de l'universitaire américain Edward Baron Turk. Donc, c'est le premier à avoir travaillé sur cet aspect-là et à l'avoir fait ressortir. Par rapport à cette espèce de manque de reconnaissance de Carné, bon, moi, la personne que j'ai rencontrée, je pense qui n'est pas objective, mais qui m'a quand même raconté des choses intéressantes, c'est Tania Le Saff, donc qui a vécu avec Carné et Roland Le Saff pendant une vingtaine d'années. Bon, elle me dit qu'il souffrait d'un complexe d'infériorité sociale toute sa vie. C'est considéré, voilà, il n'a pas fait d'études. Lui, il a jamais dit que sa mère était femme de ménage ou que sa grand-mère était concierge. Il a toujours dit que son père était ébéniste. Et voilà, dans toutes les interviews, il parle plutôt de son père. Bon. Et de son homosexualité. Tania Le Saff m'en a parlé. Voilà, et il était réellement stigmatisé pour ça dans les années 50, 60, 70. Et un des drames de Carné, c'est d'avoir... Vous avez vu le dernier film, donc dernier film, le personnage est un bisexuel. Ce film-là est censuré en 68, c'est-à-dire que lui, il fait ça juste avant l'arrivée de Pasolini. Enfin, Pasolini a déjà fait des films, mais des films où il parle d'homosexualité, c'est à peu près à ce moment-là, mais surtout l'arrivée de Fassbinder, par exemple, les grands films de Visconti, enfin, des cinéastes homosexuels qui mettent en scène des thèmes homosexuels. Ça va démarrer dans les années 70, ça va se développer dans les années 80, en France, c'est Patrice Chéreau, par exemple. Mais en fait, lui, il est avant. Et il est à une époque où c'est quasiment pas possible. Et vous aurez sans doute remarqué qu'il est violemment attaqué à partir du moment, début des années 50, où il est avec Roland Le Saffre. Et ça, c'est le truc qui est assez étonnant de la part de Carné, c'est qu'il ne cache pas ses relations. C'est-à-dire que voilà, il sort avec Roland Le Saffre et sa femme, ils sont tous les trois... voilà, et quand le journaliste, à propos des tricheurs, lui dit mais alors, quand on a 50 ans, comment on fait un film sur les gens qui ont 20 ans? Et il dit ben moi, je suis célibataire, j'ai une vie bohème, peut-être que je ne devrais pas le faire, mais je sors tous les soirs, etc. C'est ma vie. Voilà. Donc, en fait, il assume quand même s'il ne le montre pas dans ses films, il le dit et il l'assume au quotidien. Et donc, ça lui revient en pleine figure, en fait. Voilà, et résultat, il est très seul. Je raconte juste une dernière anecdote par rapport à ça que je trouve, que j'ai pas pu mettre dans le film, mais que je trouve effarante. Ça m'a été raconté par Tania Le Saffre à un anniversaire du Centre national du cinéma. En gros, tout le gratin du cinéma est invité, et dans la salle de réception, tous les grands cinéastes français sont en photo, en portrait, sauf Marcel Carné. Marcel Carné rentre dans la pièce, il voit qu'il n'est pas en photo et il repart. Voilà. C'est ce genre de choses qu'il a dû subir. Vous voyez l'amertume qu'il a, etc. C'est une réalité. C'est pas un fantasme. Voilà. Il s'est confronté réellement à ça.
Après, ce que j'essaye de dire aussi, c'est qu'il avait ses propres défauts. C'est-à-dire, quand on dit qu'il a une réputation de tyran, il est un tyran sur les tournages. Qu'il est mégalo, effectivement, sur certains films, quand il fait Les Portes de la Nuit, qui fait reconstruire la station Barbès, vous avez vu ces images qui sont impressionnantes, alors que les gens ont des tickets de rationnement pour aller manger. On est en 46. Effectivement, mais il le dit à un certain moment. Il dit effectivement, j'avais perdu la tête. À ce moment-là, j'avais perdu la tête. Voilà. Donc il est mégalo, il est volontiers menteur. Pour vous donner un exemple assez frappant, il va pendant 30 ou 40 ans mentir sur son âge, dans toutes les interviews. Voilà. Il se vieillira toujours un petit peu parce qu'il est tout petit. Vous l'avez compris, hein, il est surnommé par Jean Gabin le môme. Donc ce n'est pas au sens affectif, c'est vraiment au sens de la taille, c'est-à-dire qu'il fait 1,50 m, Marcel Carné. Donc au début, en fait, c'est un vrai handicap quand il démarre dans le cinéma, il est jeune et en plus il est tout petit. Donc il essaye toujours de faire croire qu'il est un peu plus vieux. Et notamment pour gagner plus. Il le dit il dit que quand les gens me voyaient arriver, du coup, j'avais un salaire plus bas. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fin de compte, ce qui coûtait assez cher, c'est donc tous les films que vous avez dû acheter. Est-ce que vous achetez le film complet ou vous dites, voilà, je vais prendre telle scène pendant 10 minutes et dernièrement, pour finir, excusez-moi, la qualité. Il y a une qualité, j'ai l'impression, de retouche des films maintenant qui donne envie de voir des films en noir et blanc. Voilà. Alors, la chance qu'on a, c'est comme pour Chaplin, c'est que les grands classiques de Carné ont été restaurés dans les 10 dernières années. Donc, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir, même Thérèse Raquin. Enfin, voilà, on a une chance incroyable. Vous avez pu voir des très beaux extraits. En fait, on achète l'extrait à la minute entamé. Donc, si vous prenez 20 secondes, vous payez 1 minute. Et puis après, c'est à la seconde. Bon, je vous passe les détails, mais pour vous donner des ordres de grandeur, 1 minute, c'est à peu près 2 000 €. Dans l'ordre de grandeur, 1 000, 2 000, ça peut aller jusqu'à 3 000. Donc c'est assez cher, en fait. C'est assez cher. Voilà, c'est l'économie du film. Mais le film que vous venez de voir, c'est un film de luxe. Voilà, c'est un film de luxe, c'est-à-dire que le producteur et Arte ont décidé, comme c'est Carné, voilà, allez, on met des belles images des Enfants du Paradis. Et alors, parmi les autres choses qui peuvent être chères, certaines photos peuvent être très chères. Et par exemple, vous avez vu qu'il y a ce film dramatique, hein, tragique, c'est la Fleur de l'âge, donc film inachevé. Si vous voulez parler de la Fleur de l'âge, vous êtes obligé d'aller vers une seule source, qui est l'ayant droit des photos de M. Savitry, Émile Savitry, qui a fait 400 photos. Vous avez des photos magnifiques de Belle-Île-en-Mer avec Anouk Aimée, avec Arletty, enfin voilà, elles sont sublimes. Chaque photo, c'est 300 €. Donc j'avais mis 20 photos, ça faisait 6 000 € pour 1 minute. Donc bon, on m'a dit, là ça va pas, il faut que tu enlèves des photos, ça va pas, etc. Et donc j'ai réduit à 14 photos. Et donc il y a une personne chez mon producteur qui était chargée de négocier toutes les photos, tous les extraits, etc. Et il m'appelle un jour, il me dit, là François, bon, ça fait 2 heures que je suis au téléphone, c'est toujours 300 €, j'ai pas, voilà, je sais pas, fais quelque chose, appelle, j'y arrive pas. Et donc j'ai appelé Madame Malexi, elle s'appelle, et je lui ai dit, est-ce que vous voulez voir le film? Elle m'a dit, oh, oui, moi je veux voir le film. Alors, je lui ai envoyé le film, elle a bien aimé le film, et donc elle a accepté de diviser par 2 le prix de ses photos, à la condition que je change le commentaire et que je cite le nom du photographe, ce que j'ai fait. Voilà, ça valait le coup. Et en plus, c'était effectivement un grand photographe. C'est pas Henri Cartier-Bresson, mais c'est quand même un très grand photographe, Émile Savitry. Et voilà, donc ça fait partie des négociations et du coût du film. En fait, les photos peuvent elles aussi coûter très cher. Voilà. Et il y a, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 200 images fixes dans le film. Et en général, on m'a dit, après que je l'avais monté, que normalement, il fallait s'arrêter à 80. Voilà. Bon, heureusement que je ne le savais pas avant de monter le film.